Bonjour à tous et à toutes. Voici la deuxième capsule des 3 sur l'anticoagulothérapie au niveau de l'organisation du travail en pharmacie communautaire. Dans cette deuxième capsule, on va vous parler de nos recommandations sur votre organisation. Donc, bien sûr, ça peut changer si vous êtes dans une pharmacie qui fait beaucoup de suivi au niveau de l'anticoagulothérapie ou si vous n'en faites que quelques-uns. C'est à vous d'adapter. Nous, on vous présente nos suggestions et ce que vous allez trouver intéressant aussi, c'est de départager le rôle et responsabilités des assistants techniques en pharmacie et des pharmaciens. Donc, sans plus tarder. Bien sûr, toujours aucun conflit d'intérêt. Au niveau de la feuille de route, seulement pour vous dire sur quoi on se base au niveau de nos recommandations. Il y a eu au départ des visites dans des cliniques d'anticoagulothérapie d'établissement. Bien sûr, vous allez me dire, c'est pas du tout pareil comme en pharmacie communautaire. Par contre, c'était très intéressant de savoir comment ils sont organisés dans leur clinique. Donc ensuite, nos recommandations, en fait, on a fait une présentation au service professionnel d'une bannière en particulier qui ont acquiescé sur nos recommandations. Ensuite, ça a été discuté au CRSP du CIUS et de la capitale nationale. Il y a eu un projet pilote, premièrement dans 6 pharmacies durant l'été dernier et par la suite, depuis septembre, en fait, dans 18 pharmacies de la région. Nos recommandations ont été présentées dans un symposium en novembre dernier. Donc, le vidéo sur le site maintenant pour l'ensemble des pharmacies communautaires de la région aussi et on fera un congrès aussi aux assistants techniques en juin 2019. Les recommandations qu'on fait concernent pas mal toutes les étapes du suivi de l'anticoagulothérapie en pharmacie communautaire. Si on prend par exemple l'utilisation d'un agenda de suivi en pharmacie pour les rendez-vous pour le suivi de l'anticoagulothérapie, il y a plusieurs types de supports qui sont disponibles et qui peuvent être utilisés, chacun avec leurs avantages puis leurs limites. Si on prend par exemple l'agenda papier qui est laissé sur le coin d'un poste de travail, il y a plusieurs éléments, peut-être plusieurs critères qui ne sont pas remplis avec ça. Si j'ai une note de communiquer les résultats au médecin en juin l'année prochaine, je ne peux pas l'inscrire dans cet agenda-là, il ne va pas assez loin. Il y a toute la question de traçabilité, comment retrouver un suivi qui est prévu dans un dossier patient. Je suis obligé de feuilleter l'agenda, c'est quand même du temps qui peut être perdu. Les suivis en retard ou qui sont oubliés ne sont pas reportés au jour suivant là-dedans. Même chose au niveau de la traçabilité au dossier patient des actions qui sont posées, par qui. C'est pas optimal, c'est pas annexé au dossier patient. On pourrait avoir l'idée de se doter d'un calendrier électronique. Là. On parle par exemple de Google Agenda ou des outils similaires qui peuvent répondre peut-être à certains des critères. Souvent, il y a une question de confidentialité là, qui est un peu floue là-dedans. Puis encore là, il y a toute la traçabilité des interventions, la documentation au dossier patient qui ne s'est pas arrimée souvent de ces logiciels-là. Si on utilise un calendrier ou un agenda qui est intégré au logiciel de gestion des ordonnances en pharmacie, bien souvent on est capable de répondre pas mal à tous ces critères-là, dépendamment du développeur de logiciel puis des logiciels que vous utilisez. Je pense qu'au final, c'est au pharmacien de faire les démarches ou les demandes auprès de son fournisseur de logiciels pour avoir un agenda qui répond aux critères un peu du jour là, pour un suivi optimal. Ensuite de ça, il y a toute la question de l'inscription de l'information au dossier patient. Des fois, il peut y avoir un réflexe de réinscrire souvent la même information à plusieurs endroits différents. Des fois, pour être certain de ne pas l'oublier ou pas passer tout droit. Ça peut parfois être un symptôme aussi là, d'un manque d'organisation, justement, ou d'une peur de manquer quelque chose, ou d'un manque de structure. Par exemple, si on prend la date du prochain RNI, il pourrait être indiqué dans la posologie sur l'étiquette du médicament. Si on a deux teneurs de médicaments, on se ramasse avec 2 fois la même information. Des fois, ça va être écrit en plus dans les notes associées à cette ordonnance-là. Si on a un logiciel de gestion ou une section résultats dans le logiciel, la même information se retrouve aussi à cet endroit-là. Si en plus on compte l'agenda de suivi, des fois même dans une note au dossier patient là, global, on peut se retrouver rapidement là, à augmenter le risque d'erreur s'il faut qu'on vienne changer cette information-là par la suite. Là.
Peut-être que la meilleure des choses, ce serait de limiter au maximum le nombre d'endroits où est-ce que cette information-là est informatisée, où est-ce que cette information-là est vraiment pertinente là, pour le suivi. Ensuite de ça, il y a la question de rédaction d'ordonnance. Hein? Est-ce qu'on en fait une à chaque fois ou seulement si le patient change de teneur ou de posologie? Ce qu'on recommande, en fait, c'est de faire une ordonnance seulement lorsqu'il y a un changement de posologie dans le dossier patient. Si la dose reste la même, on devrait pouvoir poursuivre l'ordonnance en cours. Ensuite, il y a la question du prescripteur de cette ordonnance-là. On en a parlé un petit peu plus tôt là, dans la loi sur la pharmacie, le code de déontologie et tout. L'acte d'ajuster une prescription, c'est fait par le pharmacien. Si la dose est modifiée par le pharmacien, la nouvelle ordonnance, elle est faite par le pharmacien. C'est lui qui devient le prescripteur. L'ordonnance est faite en référence à l'ordonnance de transfert que le médecin a signée et qui est annexée au dossier. Au niveau de la durée de validité de l'ordonnance, on pourrait se poser la question, si je demande une prise de sang dans 2 semaines, est-ce que je fais une ordonnance qui est bonne juste pour 2 semaines ou je peux la faire pour 6 mois, pour 1 an? On est d'avis que l'ordonnance devrait être pour une durée plus longue que trop courte ou jusqu'à la prochaine. Un peu, si on prend l'exemple d'un traitement pour l'hypothyroïdie qu'un patient débuterait, le médecin qui prescrit des hormones thyroïdiennes ne va pas faire une prescription pour 6 semaines pour en refaire une après que le patient est allé à sa prise de sang de contrôle. Il va la faire pour 12 mois. Si jamais le résultat est anormal, il va pouvoir refaire une prescription avec la nouvelle dose. Donc, on évite une charge de travail inutile à faire des prescriptions aux 4 semaines si notre patient va faire une prise de sang aux 4 semaines. Là. Ça alourdit énormément le dossier, ça alourdit le DSQ, ça complexifie les tâches pour tout le monde. Ensuite de ça, il y a la question de la posologie qui est inscrite dans l'ordonnance. On recommande vraiment de mettre une posologie complète avec la dose en milligrammes ou en comprimé, ce qui est vraiment clair pour le patient. On évite le plus possible selon RNI parce que ça a un impact pour les autres intervenants. Là, on ne travaille pas en silo, on travaille avec les infirmières, avec les médecins de famille, les médecins spécialistes. Ils ont tout accès au DSQ. Donc, ça prend de l'information qui est partagée facilement. Pour le patient aussi, c'est pratique d'avoir une étiquette avec les doses dessus. On peut se poser la question, si je change de posologie, le patient a encore des comprimés chez lui avec un vial avec l'ancienne ordonnance, ça peut augmenter le risque d'erreur. Ce n'est pas différent pour les autres médicaments. Si le patient aurait à augmenter ou diminuer un médicament pour sa pression artérielle, c'est au patient de noter la nouvelle posologie. Quand on l'appelle, on lui demande de prendre un papier et un crayon puis de l'écrire, les doses qu'il doit prendre. Ensuite de ça, il y a l'idée de communiquer les résultats au médecin. La communication avec le médecin, pour l'instant, est nécessaire encore quand on ajuste une ordonnance. Est-ce qu'on l'envoie l'information à chaque fois ou seulement quand ça nous tente? Si on regarde un peu les autres professionnels, l'Ordre des pharmaciens, pour l'instant, c'est stipulé que lorsqu'il y a un ajustement qui est effectué, le médecin qui est en charge du suivi devrait être avisé. Par contre, on sait que ça va changer. Peut-être que, en fait, en date de cet enregistrement-là, ce n'est pas encore changé, puis ça devrait être encore toujours communiqué au médecin. Par contre, ça se peut que ce soit modifié avec un règlement publié là, dernièrement pour être à la discrétion du pharmacien. Dans tous les cas, je pense qu'avec le formulaire de transfert de l'anticoagulothérapie, le médecin peut spécifier à quel intervalle il souhaite recevoir les résultats. Il peut demander d'avoir un rapport aux 6 mois ou annuellement. Dans ce cas-là, c'est là que notre agenda devient utile, de se laisser un rappel dans 1 an, puis d'envoyer annuellement l'historique des changements, puis d'établir en fait là, des guides de quand est-ce communiquer avec le médecin, là, si l'INR est en haut de 5 par exemple ou en bas d'1,5. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec tous les papiers qu'on a, le résultat qu'on a reçu du laboratoire, peut-être notre outil qu'on a utilisé, notre questionnaire patient qu'on a rempli, où est-ce qu'on les numérise dans le dossier, où? Qu'est-ce qu'on numérise? Pas mal toutes les informations qu'on a. Plus qu'on garde des traces de ce qu'on a fait, plus qu'on est sécuritaire là, au point de vue déontologique et légal. Où est-ce qu'on les numérise? On pourrait penser les numériser à l'ordonnance, au dossier général.
Les logiciels de gestion d'ordonnances en pharmacie, on est obligé de créer une nouvelle ordonnance pour réclamer le suivi mensuel. Peut-être que de réclamer les INR effectués au mois de mai dans l'honoraire mensuel du mois de mai, c'est la bonne chose à faire selon nous. Si le patient a 3 INR dans ce mois-là, bien, les 3 documents associés sont numérisés au même endroit. Donc, l'important, c'est de se trouver en équipe une méthode la plus simple possible puis la plus claire possible, mais une seule méthode. Donc, on arrive maintenant au vif du sujet. On va tout simplement vous faire entendre un petit extrait avant qui s'appelle l'expérience multisensorielle en pharmacie communautaire par notre collègue Olivier Bernard, alias le pharmacien. Pour vous mettre un peu les 2 pieds dans la pharmacie, vous allez bien sûr vous y retrouver facilement. De ce client-là passe pas puis il veut pas payer. J'ai vraiment tout essayé. Transfert ligne 2. Hey, y a-tu quelqu'un qui va me répondre, là? La rousse, là, elle fait rien, elle. Il y a un médecin sur la ligne 3. Pharmacien demande ligne 1. Elle dit que c'est urgent. Ben, dites-lui d'appeler le 911, là. Donc, c'est pour vous mettre un peu en contexte, pour vous expliquer aussi comment on a développé notre outil dans un contexte de pharmacie communautaire où le téléphone n'arrête pas de sonner. On est dérangé par... dérangé est un mot fort là, par les assistants techniques, par la clientèle. Donc, lorsqu'on commence l'ajustement d'un RNI pour un patient ou lorsqu'on est en train de préparer le dossier d'un nouveau patient étant suivi chez nous, on peut être dérangé de multiples fois, puis l'important, c'est de ne rien oublier, de savoir où on est rendu. Donc, on a pensé à des points de sécurité, donc un mind mapping. Donc, si on se fait déranger, on sait exactement qu'est-ce qu'il nous reste à faire, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Si on a un changement de corps de travail, donc si moi, je travaillais le matin, Charles vient me remplacer, il peut se fier à cet outil-là pour savoir qu'est-ce qui a été débuté et qu'est-ce que lui doit faire par la suite. Aussi, les pharmaciens remplaçants là, qui seraient amenés à travailler dans une succursale, de savoir quoi faire, de quelle façon c'est fait dans ce milieu-là aussi. Et au niveau de la responsabilisation, donc l'identification de chaque acteur, qui a fait quoi pour un INR en particulier, un RNI en particulier, ou la gestion de risque. Si malheureusement il arrive un incident ou un accident, on est capable de remonter pour savoir exactement qui a fait quoi et pouvoir identifier les acteurs et faire la rétroaction dont on parlait dans le premier vidéo. Donc, on est venu avec l'idée d'une checklist, en fait, qui pourrait énumérer vraiment toutes les actions à poser, qui seraient toujours dans le même ordre, donc très facile à suivre. Ce serait une démarche vraiment systématique qui permettrait de ne rien oublier. Donc, si on commence, on a développé 12 outils. Le premier, c'est un outil pour un nouveau patient qui serait suivi. Donc, pas nécessairement un nouveau patient anticoagulé, mais un nouveau patient dont on aurait le suivi. Et le deuxième outil est lorsqu'il y a un ajustement ou un RNI. Donc, premier outil, le voici, que vous pouvez bien sûr adapter là, selon vos milieux, comme on le disait au tout début. Si on prend en fait l'outil complet, vous voyez que les tâches sont divisées déjà sur cette checklist-là pour les assistants techniques au début et ensuite le pharmacien. Donc, je vais vous parler de la section assistant technique pour le moment. Comme vous voyez, on identifie le patient en haut, souvent avec la préétiquette à coller qu'on a tout le monde disponible avec nos logiciels. On met la date à laquelle on a reçu la demande du suivi.
Ensuite, l'assistant technique peut très bien téléphoner lui-même le patient pour les 4 premiers points qui sont énumérés en haut. Donc, l'aviser, bien sûr, des frais possibles. C'est quelque chose qui doit être fait, qui doit être noté au dossier. Et encore là, dans toute cette section-là, on ne vous parlera pas de la formation, mais sachez que c'est très important que l'ATP puisse avoir une formation sur comment aborder ces frais possibles-là et de savoir si, en fait, qu'il soit coché, là, que le patient accepte ou refuse. Donc, le lieu des prélèvements, est-ce que le patient, c'est une infirmière à la maison qui vient le piquer avec le soutien ou les soins à domicile, ou plutôt il se déplace pour aller faire ses prises de sang? Ensuite, de mentionner au patient qu'il est primordial d'utiliser une nouvelle prescription pour ces prélèvements qui a été rédigée par le pharmacien, afin que les résultats lui soient acheminés à la pharmacie et non plus au médecin de famille ou au médecin spécialiste comme préalablement. Ensuite, de savoir, bon, est-ce que le patient passe chercher l'ordonnance ou sinon, si on le fait livrer lors de sa prochaine livraison. Et finalement, les préférences de communication. Donc, de revérifier les numéros de téléphone, il faut pouvoir rejoindre ces patients-là. Est-ce qu'il y a un moment dans la journée où c'est pas possible? Est-ce que c'est mieux d'en parler avec quelqu'un d'autre que le patient lui-même? Donc, une assistante technique en pharmacie peut très bien faire ces 4 tâches-là. Et souvent, lorsqu'on reçoit un nouveau patient, lorsqu'on est avisé d'un nouveau suivi de patient, on n'a pas là, le prochain INR de la journée même, donc l'assistant technique peut prendre le temps de faire ça au courant de la journée là, quand justement il y a une petite accalmie, disons. Ensuite, après l'appel avec le patient, en fait, tout se retrouve dans le logiciel. Donc, c'est d'indiquer le prochain INR et les quand, qui est toujours noté, en fait, si vous avez vu aussi tout à l'heure, ou prenez le temps d'aller voir les ordonnances standardisées. Donc, quand est le prochain INR? Quand est-ce que le pharmacien désire faire un suivi au niveau de la formule sanguine complète et de la créatinine? Ensuite, les fax, quand est-ce qu'on informe le médecin des résultats? Là, si le médecin a coché là, sur l'ordonnance individuelle standardisée dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an ou jamais, c'est important de le noter aussi dans l'agenda de suivi. Ensuite, activer le lien posologique, bien sûr, c'est si jamais là, vous faites affaire avec ce logiciel-là. Facturer l'honoraire initial, c'est quelque chose que votre assistant technique peut très bien faire aussi. Et ensuite, scanner les documents dont on parlait tout à l'heure et tout se retrouverait toujours dans votre honoraire initial. Donc, très facile de pouvoir vous référer par la suite, de savoir où est cette ordonnance-là. Elle est dans l'honoraire initial et ça vient justifier aussi votre facturation au niveau de la RAMQ ou de l'assurance. Vient ensuite le rôle du pharmacien dans l'informatisation, dans le fond, du transfert, du suivi. Le pharmacien peut valider avec le dossier ou avec le patient si la warfarine est servie en vial ou en pilulier. Cette section-là se retrouve dans la section pharmacien parce qu'il y a un jugement professionnel qui s'exerce de la part du pharmacien pour déterminer c'est quoi la meilleure méthode de servir cette ordonnance-là. Il doit rédiger l'ordonnance pour les prélèvements sanguins. Ensuite de ça, il doit obtenir les informations manquantes si jamais le formulaire de transfert est incomplet ou ce n'est pas le formulaire de transfert qu'il a reçu, mais il a reçu le transfert d'une autre façon, d'envoyer au médecin là, une requête pour obtenir toutes les informations qu'il a de besoin, dont les informations qui étaient mentionnées ici haut. Il y a une section après ça pour valider quand est-ce qu'il l'a reçu, puis lorsqu'il a numérisé cette ordonnance-là, avec les informations manquantes, toujours dans l'honoraire initial, comme Caroline a mentionné. Ensuite de ça, s'il y a un logiciel spécialisé ou dans son logiciel de pharmacie, d'informatiser toutes les notes pertinentes là, au suivi de l'anticoagulothérapie, les antécédents du patient, les scores si c'est pertinent, où est-ce que le patient prend ses rendez-vous pour ses prises de sang ou quel CLSC fait affaire pour lui, comment la warfarine est servie, l'indication de traitement, la cible, le médecin. S'il y a une héparine de bois-poids moléculaire à débuter en bas de quand, cette information-là, ça en est une qui va aller chercher au médecin là, lors du transfert sur le formulaire de transfert de suivi. Il va informatiser aussi les derniers résultats pour avoir une espèce d'idée rapidement là, des dernières tendances du patient. Puis, s'assurer là, de valider au dossier l'ordonnance de warfarine puis d'héparine de bois-poids moléculaire si jamais il y en a une pour ce patient-là. Ensuite de ça, il peut scanner l'outil complété, là, toujours dans l'honoraire initial. Voir ici pour le modèle d'ordonnance de transfert de suivi qui a été montré plus tôt.
toutes les informations pertinentes au traitement, là, à l'exception de l'historique des résultats, s'y retrouvent. Le médecin peut envoyer ça en annexe. Donc, on voit aussi dans la section du bas sur la première page là, la possibilité pour le médecin de prescrire tout de suite un héparine pour éviter justement les problèmes là, quand on se retrouve la fin de semaine ou un vendredi soir où est-ce que le médecin référent on est incapable de le joindre, puis il faudrait peut-être débuter ce traitement-là. Ça, c'est un exemple. En fait, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir un résumé visuel d'une procédure ou de l'outil à utiliser. Donc, c'est bien beau une procédure écrite, mais souvent, en toute honnêteté, c'est dans un cartable. Où est le cartable? Est-ce que tout le monde va lire toutes les pages ou s'y référer si jamais ils ont des questions? Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir un résumé visuel qui vient point par point, expliquer un peu chaque étape. C'est très bien aussi pour les pharmaciens remplaçants, encore une fois. Puis c'est souvent à mettre où le babillard du poste du pharmacien ou peut-être même un au niveau des assistants techniques. Et voici en fait celui pour le nouveau patient. Mais au verso, donc dans nos milieux, on a mis celui du suivi au niveau des RNI. Donc il s'agit d'un seul document où on arrive à voir vraiment là, tout ce qu'il faut faire. Donc, j'espère que ça peut vous convaincre que lors du premier RNI à ajuster pour ce patient-là, on est plus que prêt en pharmacie communautaire. On a tous les outils disponibles, on a toutes les informations au niveau du dossier et l'équipe au complet sait où se référer pour pouvoir avoir accès à ces informations-là. Donc, maintenant, on va passer à l'outil de suivi RNI. Donc, encore une fois, vous pouvez voir qu'il y a une section pharmacien. Il y en a deux parce qu'on ne fait pas les mêmes tâches lorsque le résultat est thérapeutique ou supra-thérapeutique. Donc, la section du milieu, Charles va vous en parler. Il va vous parler du pharmacien. Moi, à mon tour, je vous dirai encore une fois la section ATP. Et sachez que cet outil-là, en fait, on l'a fait recto verso pour qu'au verso, il y ait le questionnaire au patient. Parce que souvent, quand on parle au patient au téléphone, on ne va pas aller noter tout de suite dans notre logiciel qu'est-ce qu'il nous dit. Ils ne sont pas nécessairement encore adaptés, nos logiciels, en fait, pour noter cette information-là de façon très efficace. Donc, on va plutôt noter au derrière de la feuille et comme vous le savez pertinemment, cette feuille-là sera scannée encore une fois au dossier patient. Donc, vient aussi ajouter à la tenue de dossier là, lors de cet ajustement d'INR-là. Donc, la section du haut qui est destinée pour le pharmacien qui reçoit un résultat de suivi d'INR, on identifie encore le patient en haut, on inscrit la date du RNI. Le résultat, on peut le retranscrire là pour référence rapide. Puis la cible aussi pour ce patient-là en particulier. Pourquoi? Bien, c'est sûr qu'un résultat de 2.1, ça peut être non urgent pour un patient qui est entre 2 et 3, mais par exemple, peut être traité un peu plus rapidement pour un patient dont on vise entre 2.5 et 3.5. Ça permet encore là de gérer les priorités là, dans les nombreuses tâches en pharmacie. Un exemple de ce qui peut être fait, si un matin, je vois à mon agenda que j'ai 5 patients dont je reçois un résultat d'RNI prévu aujourd'hui, je peux tout de suite sortir 5 feuilles de suivi comme ça, identifier tout de suite mes feuilles, mettre mes cibles pour ces patients-là, puis il va me rester à les traiter là, une fois que je reçois les résultats au courant de la journée. Donc, la première tâche du pharmacien qui ouvre le dossier, bien, c'est de rechercher, oui, les facteurs de variation, qu'ils soient temporaires ou permanents. Est-ce qu'il y a des antibiotiques qui ont été débutés dernièrement? Est-ce qu'il y a eu des changements de posologie? Est-ce que les derniers RNI étaient beaux ou non? Donc, simplement de parapher quand il a confirmé ces informations-là. Vient ensuite l'appel fait au patient ou à un tiers là, en santé, si ce n'est pas le patient qu'on peut questionner, pour, justement, poser les questions nécessaires à adapter selon le contexte, transmettre les doses qui aient changé ou non, puis la date du prochain RNI, qu'on peut aussi là, inscrire sur l'outil. Puis ensuite, bien, confirmer si le patient a besoin de médication ou non. Est-ce que la médication est servie en vial ou en pilulier? On peut prendre par exemple un patient instable dont il resterait la moitié d'un pilulier à l'arrière en attente de livraison. Il s'agit qu'on passe tout droit à cette étape-là, puis on a beau avoir appelé le patient, donner les bonnes doses, ajuster, poser un questionnaire. Si le patient ne reçoit pas sa médication pour les prochains jours, ça va le débalancer, puis ça peut avoir des conséquences assez importantes. Vient ensuite l'étape de compléter le logiciel avec les informations, les bonnes doses et tout.
Puis si jamais il y a des documents envoyés, par exemple, à une résidence ou à une infirmière, imprimer les documents requis, que ce soit un FADM ou une copie du dossier patient. La deuxième section est à utiliser seulement si le résultat est non thérapeutique, qu'il soit trop haut ou trop bas. C'est simplement une liste là, des étapes à se rappeler. Si l'étape ne doit pas être faite, simplement faire un X sur la case. Donc, est-ce que je dois communiquer avec le médecin? Est-ce que je dois préparer une héparine ou une dose de vitamine K peut-être? Dans le cas de l'héparine, ça peut nous permettre aussi de se rappeler, de revalider le poids avec le patient si jamais ça l'a changé. Ensuite de ça, je ne dois pas oublier de refaire une nouvelle ordonnance de warfarine, de modifier la médication, que ce soit dans le pilulier chez le patient ou en vial. Puis, je peux noter aussi avec l'outil qui a fait la modification. Est-ce que c'est le patient lui-même chez lui qui a pris les nouvelles doses ou c'est la pharmacie qui va aller chercher le pilulier du patient pour faire les changements dedans ou peut-être un autre professionnel là, de la santé ou un membre de la famille qui fait la modification. Donc, on vient tout consigner ces éléments-là dans cette section-là. Donc, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est lorsque le RNI a été géré par le pharmacien dans l'encadré du haut, on peut se permettre à ce que les 4 étapes suivantes, les 4 choses suivantes ne sont pas obligées d'être faites sur le champ. Donc, l'assistant technique peut prendre le temps qu'il faut dans le reste de la journée pour pouvoir changer la date du prochain RNI, pour pouvoir réclamer l'honoraire mensuel le cas échéant, pour pouvoir faxer la requête aux soins à domicile si c'est pertinent et scanner encore une fois les documents, donc le résultat, cette feuille recto-verso. Et le plus important, vous savez, avec des checklists comme ça et ces outils-là, c'est vraiment d'initialiser dans chaque encadré une fois que la tâche est complétée. Et une fois que tout l'outil a été utilisé et que tout est complété, une fois que c'est scanné dans le dossier patient, on peut bien sûr détruire ces papiers-là. Et tout sera consigné ad vitam aeternam au dossier. Et c'est là que vous voyez en fait la responsabilisation et la gestion de risque au niveau de la rétroaction aussi, où on peut voir qu'est-ce qui s'est passé lors d'un suivi RNI précis. Encore une fois, un résumé visuel, mais plutôt sur le deuxième outil, donc même chose un peu que le premier. Et bien sûr, c'est important de parler de l'avenir au niveau du suivi de l'anticoagulothérapie, mais surtout le grand rôle que les assistants techniques pourraient avoir à jouer. Présentement, on vous a départagé ce qui pouvait être fait dans les pharmacies en général. Bien sûr, selon vos équipes, selon aussi leur motivation, leur collaboration, leurs compétences. Bien d'autres choses pourraient être déléguées, mais souvenez-vous toujours qu'aucun jugement professionnel ne doit être impliqué. Donc, au niveau vraiment d'un suivi téléphonique, il y a plusieurs étapes qui pourraient être effectuées par un ATP que Charles va vous décrire à ce moment-là. Donc, un ATP formé qui connaît des notions de base en anticoagulothérapie, qui connaît les conséquences, les tenants et aboutissants un peu de ce suivi-là, sans poser de jugement professionnel, pourrait quand même faire un suivi téléphonique avec un patient puis référer au pharmacien si nécessaire. Donc, il pourrait ouvrir le dossier, réviser un peu les indications, pourquoi il est anticoagulé, puis c'est qui fait le suivi. Se présenter en appelant le patient comme assistant technique, valider que c'est un bon moment. Donc, une entrevue structurée, là, confirmer qui gère la médication, s'assurer que le patient a un crayon avec lui, s'assurer que c'est un environnement qui est optimal pour la transmission d'informations. Ensuite de ça, l'ATP peut, comme une collecte de données à l'ouverture d'un dossier, procéder avec le questionnaire du suivi de l'anticoagulothérapie. Questionner sur les maladies, la prise de médicaments en vente libre, les changements d'alimentation, les changements importants aux habitudes de vie. Puis tout ça, un peu en relation avec à adapter en fait selon le type de résultat de RNI. Ensuite de ça, de valider les doses avec le patient. L'ATP est en mesure de faire ça s'il est bien formé, de détecter aussi si jamais ça ne concorde pas avec ce que le dossier à la pharmacie indique. Valider aussi l'absence ou la présence de saignement. Donc, tout ce questionnaire-là peut être fait par l'ATP. Ensuite de ça, la transmission des doses aussi pourrait être faite par l'ATP si ça ne change pas.
faire écrire les doses avec le patient, faire répéter le patient pour confirmer qu'il a bien pris en note les doses, puis peut-être même là, initialer, compléter le dossier. Là. Donc, c'est un peu les tâches là, avancées, si on veut dire, de ce qu'un assistant technique bien formé, à l'aise avec les notions de base, pourrait effectuer dans un avenir pas si lointain. Donc, c'est ce qui nous amène en fait à vous parler du troisième vidéo, donc la troisième capsule de 3, où on va aborder les notions de base sur l'anticoagulothérapie par la warfarine, destinées aux assistants techniques en pharmacie, qui seront à ce moment-là plus outillés pour pouvoir faire des tâches plus poussées là, que celles qui étaient inscrites sur l'outil.